Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, mais surtout de votre fidélité à cette rubrique. Comme annoncé, nous accueillons sur le plateau ce matin l'ambassadeur Vincent Deger, chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti. Très certainement avec notre invité, on va parler pas de la journée de l'Europe, mais plutôt de l'anniversaire du 60e anniversaire de la signature des traités de Rome. C'était en 1957, le 27 mars. Exactement, c'est ça. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell et merci de m'accueillir une fois de plus. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de rencontrer à nouveau les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Et je ne sais pas si vous allez être d'accord que l'on parle d'autre chose avant d'entrer de plein fouet dans le sujet qui vous concerne ou qui nous concerne ce matin. Petite réaction par exemple de l'Union européenne à l'actualité. L'actualité en Haïti d'abord, un nouveau gouvernement et on sait à quel point l'UE que vous représentez en Haïti s'était impliqué dans la résolution de l'impasse politique, les crises électorales à répétition qu'on a eues. Et là, aujourd'hui, on a finalement un nouveau gouvernement. Quelle est la réaction de l'Union européenne ? Je crois que tout d'abord, nous sommes heureux et soulagés quelque part, comme vous le disiez, comme beaucoup d'Haïtiens. Je crois effectivement qu'on ait mis un terme à cette phase effectivement très longue électorale qui a duré plus de 22 mois. Donc c'était vraiment une période extrêmement qui nous a un peu fatigués, je dirais tous, dans ce processus. Et on est aujourd'hui arrivé à ce terme. Et c'est l'occasion, je crois, de tourner une page de l'histoire haïtienne. Parce que malheureusement, les défis se sont accumulés au cours de pas seulement au cours de ces 2 dernières années, mais depuis plus longtemps que ça. Et je crois qu'il va falloir engager des réformes douloureuses, courageuses, pour reconstruire le pays, lui redonner un avenir, lui redonner sa place dans le monde également. Et je crois que là, il y a beaucoup à faire. J'étais très impressionné, je dois dire, l'autre soir, lorsque j'ai assisté à la prise de fonction du Premier ministre et de son gouvernement. Le président a été extrêmement clair dans ses propos. Il a parlé d'un mot, moi, qui me parlait tout à fait, qui me fait penser beaucoup, qui est fondamental, c'est le thème responsabilité. Je crois que c'est un terme essentiel. Responsabilité ou partage de responsabilité ? Non, responsabilité, je pense que, oui, mais partage, bien sûr, parce que le gouvernement est solidaire, et bien sûr, c'est une équipe gouvernementale qui doit travailler. Mais chacun a son rôle, chacun a sa feuille de route, chacun a ses objectifs qu'il doit remplir et pour lesquels il doit rendre compte vis-à-vis du gouvernement, mais surtout vis-à-vis de la population haïtienne. Ce qui est important, c'est de rentrer dans une culture effectivement de résultats, où on est responsable et on affiche des résultats à la sortie. On a parlé de beaucoup de réformes ce soir-là, on a parlé de lutte contre la corruption, que nous soutenons depuis plusieurs années, de réforme de l'État, de réforme de l'administration publique. Donc tout ça, ce sont des thèmes qui nous interpellent beaucoup, parce qu'on a été aux côtés de l'État haïtien déjà depuis un certain temps, et là on a l'occasion peut-être d'accélérer le processus et de faire des pas encore plus importants. Le fait de ne pas avoir de vis-à-vis ou d'interlocuteurs légitimes ou constitutionnels, ça dérange, ça paralyse les rapports entre l'UE et les autorités en place ? Alors, oui et non. Non, parce qu'on a un cadre stratégique qui est établi pour 7 ans. Donc on a déjà un accord avec Haïti qui établit sur 7 ans les priorités que l'on doit remplir. Ce sont les infrastructures, donc on sait quelle route on doit construire, où et comment. On sait l'urbain, on sait qu'il faut rénover le tissu urbain du centre-ville de Port-au-Prince, par exemple, ce genre de choses. Donc, oui, mais quand il y a les choses sont bien balisées. Catastrophe Quand il y a des catastrophes, bien sûr, on intervient aussi. Et là, parfois, effectivement, c'est difficile, parce que quand les interlocuteurs changent très souvent, moi, j'ai eu 4 ministres du commerce et de l'industrie depuis que je suis arrivé, je suis là depuis un peu plus d'1 an et demi. Donc c'est effectivement difficile de nouer une relation et de réfléchir aux échéances, de suivre la progression des projets, de corriger le tir quand il faut corriger le tir. Donc quand on a des interlocuteurs qui changent continuellement, avec leur cabinet ministériel, etc., c'est difficile d'établir ce contact et de garder la route, si je puis dire, et d'atteindre nos objectifs. Donc maintenant, j'espère qu'on aura
une équipe stabilisée avec qui on va pouvoir s'atteler à la tâche, à chacun des projets et mettre en œuvre, et que chacun prendra ses responsabilités dans ce contexte. Donc maintenant, pendant 5 ans, la route est faite, les difficultés vont être aplanies, l'UE sera mieux en mesure d'intervenir. Mieux en mesure d'intervenir, les difficultés seront là. Ce qui est important, c'est qu'on puisse s'asseoir autour de la table pour trouver des solutions ensemble et les mettre en œuvre. Et le souhait de l'UE au gouvernement, ce serait quoi ? Écoutez, moi, c'est qu'on s'attaque effectivement à la fois aux grandes questions d'état de droit qu'on évoquait tout à l'heure, donc la réforme de l'État, la réforme des finances publiques, la lutte contre la corruption, le domaine de la justice, je crois, qui est un domaine extrêmement important, parce qu'on ne peut pas avoir de sécurité sans justice. Donc on peut avoir une police qui fonctionne, mais on doit avoir une justice en qui les citoyens ont confiance, qui leur donne un sentiment de justice et un sentiment qu'il n'y a pas d'impunité. Donc ça, je crois que c'est des vecteurs tout à fait fondamentaux. À côté de ça, et c'est lié aussi, c'est toute la relance de l'activité économique du pays. Et là, il y a énormément à faire. Un petit rappel sur les domaines d'intervention de l'UE, l'infrastructure, l'éducation. Alors, la réforme de l'État, j'ai dit tout à l'heure, la réforme de l'État, parce que c'est quand même important de le souligner, je pense qu'il n'y aura pas de développement durable sans une véritable mise en capacité de l'État d'exercer ses fonctions régaliennes, à la fois au niveau de sécurité et justice, comme je disais, mais aussi au niveau de la dynamisation du tissu économique. Donc là, il y a des rôles fondamentaux que l'État doit prendre et assumer, d'où le fait que nous apportons un appui budgétaire. On est pour l'instant le seul bailleur de fonds, comme on dit, à travailler dans cette logique d'appui au budget de l'État haïtien pour faire ces réformes. Ça a été, sur les 2 dernières années, ça a été de 100 millions d'euros, donc c'est pas négligeable, je pense, pour soulager, si je puis dire, le budget de l'État haïtien. Et là, on va renégocier, on est en train d'engager les négociations pour une nouvelle tranche de 120 millions, normalement, qu'on devrait également mettre en place pour les 2 années à venir. L'Union européenne lutte contre le terrorisme. Londres, attaqué hier par un acte terroriste apparemment. Votre réaction ? La réaction, c'est une réaction de solidarité avec nos amis britanniques. Malgré le Brexit. Mais pour l'instant, nos amis britanniques sont toujours européens, ils sont toujours dans l'Union européenne. Normalement, le processus va se déclencher, ça durera 2 ans. Mais je crois qu'indépendamment de Brexit ou pas Brexit, ça n'est pas la question. La question, on le voit bien, c'est que toutes les capitales européennes, on a célébré hier aussi, une année après le désastre qui s'est produit à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles et dans le métro à Bruxelles. On a bien sûr tous en souvenir ce qui s'est passé à Paris, ce qui s'est passé à Nice, ce qui s'est passé à Berlin. Je veux dire, on voit bien. Personne n'est à l'abri, qu'on soit dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne, c'est pas la question. Je crois qu'il faut absolument avoir un effort de solidarité, un effort de travailler surtout en commun sur les causes en fait de ce terrorisme. Alors il y a bien sûr les causes externes, mais il y a aussi, je crois, des causes internes, les causes d'intégration sociale, de développement de la vie économique du pays, de chômage, etc., qui posent effectivement ces problèmes et qui amènent à des exclus, parce qu'on constate souvent aussi, ces terroristes ne sont pas seulement des gens qui viennent d'ailleurs, ce sont aussi souvent des gens qui sont là et qui se convertissent vers des thèses extrémistes et qui commettent des actes terroristes. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on s'interroge nous-mêmes sur notre société, notre rôle d'inclusion dans la société pour éviter effectivement ces dérives. Et c'est peut-être la question que j'allais vous poser quand on se souvient de cette action des dirigeants européens l'année dernière, cette action de solidarité. Aujourd'hui, vous pensez qu'il est question tout simplement de se poser, de s'interroger sur ce que l'on doit faire pour faire face au terrorisme mondial aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il y a une lutte mondiale, entre guillemets, qui est engagée contre ceux qui soutiennent ce terrorisme dans nos pays et qui viennent souvent, effectivement, qui ont des racines. On va se trouver dans les pays en guerre aujourd'hui, que ce soit en Syrie, en Irak notamment, ou en Libye, mais c'est aussi Boko Haram en Afrique. C'est très, très dispersé. Donc, ce sont de nouveaux défis que vous devez relever au niveau mondial. Au niveau mondial. Au niveau mondial, et on doit effectivement travailler en solidarité, travailler au niveau de nos armées, donc de les intégrer et de les rendre plus efficaces de ce point de vue-là. On doit travailler au niveau de nos services de sécurité aussi, qui doivent échanger l'information, parce que une donnée fondamentale, c'est de maîtriser aussi l'échange d'informations sur les risques et sur les personnes qui sont porteurs de ces risques à l'évidence. Donc il y a tout ça à faire, mais encore une fois, je crois aussi, je ne pense pas que ce soit suffisant. Je crois qu'on doit aussi réfléchir
aux causes fondamentales, finalement, de ce terrorisme, et essayer non seulement de contenir ou de combattre le terrorisme aujourd'hui et demain et après-demain, mais aussi de regarder d'où ça vient et de regarder à plus long terme comment éradiquer, si je puis dire, ce fléau. Il y a plusieurs causes, à votre avis? Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, je pense qu'il y a des causes qui sont largement dites à l'absence d'avenir, à l'absence de perspective peut-être qui est perçue par certains types de populations qui se sentent exclues de la société, par des sociétés parfois trop inégalitaires ou qui n'incluent pas à travers l'école, à travers l'enseignement, etc., les personnes dans le tissu social. Donc c'est là qu'on doit aussi nous-mêmes se poser ces questions fondamentales. Le sujet qui nous concerne, 1957, oui. 1957, c'est à la faveur de la fin de la Deuxième Guerre mondiale que ces pays-là se sont entendus pour signer les traités de Rome. Oui. Vous allez nous en parler aujourd'hui, puisque quand même on peut dire que c'est à ce moment-là que la nécessité est venue de s'entendre, de s'unir pour faire face aux défis de l'heure. Tout à fait. Je crois que les 6 États fondateurs qui sont, il faut peut-être les rappeler, oui, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et l'Hollande, oui, effectivement, qui se sont réunis, les 6 ensemble, les Pays-Bas se sont réunis ensemble, effectivement, pour dire quelque part, plus jamais ça. On a vécu 2 guerres mondiales sur notre continent. Nous ne voulons plus de ça. Nous allons mettre en commun nos moyens de production et le mettre sous une haute autorité qui aura le contrôle là-dessus. Et on mettra ça en commun. Ça nous évitera de nous chamailler, de nous faire la guerre entre nous pour l'avenir. Et je dirais que le processus a marché. On a réussi en quelque sorte. Oui. Mais est-ce que les objectifs réels de la communauté ont été atteints? Je pense que tout à fait. En tout cas, sur le plan économique, il n'y a aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est la 2e puissance économique mondiale, c'est le plus grand marché économique au monde, c'est le premier exportateur dans le monde, c'est le premier aussi donateur d'aide internationale. On ne le sait pas souvent, mais l'Union européenne contribue à 56%, je crois, de l'aide internationale dans le monde. Les États-Unis font 24% aujourd'hui, peut-être moins demain. Donc, on voit très nettement qu'il y a là une différenciation. Est-ce qu'on va pouvoir tenir jusque-là, nous, on a pris des engagements. surtout avec la velléité manifeste de certains pays à se retirer de l'UE? Vous pensez que vous allez pouvoir tenir à l'avenir? L'Union européenne, on parlait de 6 tout à l'heure, aujourd'hui on est 28. Donc c'est que ça a plutôt bien marché, si je puis dire, de ce point de vue-là. On a plutôt eu des succès, on a réussi à attirer d'autres pays. Bon, alors et encore une fois, l'Union européenne, ce n'est pas un empire. Donc si quelqu'un veut quitter le club, il peut aussi quitter le club. On a d'ailleurs prévu dans les traités, il y a 5 ans, on a modifié les traités pour offrir cette opportunité à ceux qui veulent sortir, parce qu'on n'est pas à l'origine pensé qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui voudrait un jour sortir de l'Union. Donc on avait ce système. Les collègues britanniques ont choisi effectivement d'engager cette procédure. C'est un choix démocratique. Ça sera extrêmement compliqué, il ne faut pas se voiler la face, parce que 44 ans de mariage, on ne supprime pas comme ça très facilement, parce que l'intégration est extrêmement forte au niveau économique, au niveau social. Tous les retraités britanniques qui passent leur retraite en Espagne, en Italie ou au Portugal, qui bénéficient des systèmes de sécurité sociale et autres, et médicale dans ces pays-là, si du jour au lendemain, ils deviennent des étrangers, entre guillemets, et plus des ressortissants communautaires, évidemment, ça va poser tout un tas de problèmes. Donc il faut essayer de gérer au mieux cette transition. L'inverse est vrai aussi, il y a beaucoup de ressortissants européens qui sont en train de travailler au Royaume-Uni aujourd'hui et qui s'interrogent et qui s'angoissent pour leur avenir. Alors on se pose la question à savoir est-ce qu'il y a possibilité de réintégration ou encore que les Britanniques reviennent sur leur position. On verra tout cela après la pause. Volontiers. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur Vincent Degers, chef de la délégation de l'Union européenne, est notre invité ce matin. On revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle que notre invité ce matin, l'ambassadeur Vincent Degers, chef de l'Union européenne, de la délégation de l'Union européenne en Haïti. Et avec notre invité, comme on l'a dit tantôt, nous parlons du 60e anniversaire de signature des traités de Rome. Que reste-t-il de ce traité ou de ces traités 60 ans après?
les traités sont là et sont fondamentalement avec nous toujours. Ce sont nos actes fondateurs. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'économie, donc ça c'est une réalité. J'ai donné un peu les chiffres sur le développement de l'Union européenne de ce point de vue-là. Mais je crois que ce qui est fondamental, qu'il faut rappeler également, ce sont les valeurs. L'Union européenne, elle est fondée sur une union de pays démocratiques, qui sont respectueux des droits de l'homme, respectueux des minorités. Donc quand un pays veut rejoindre l'Union européenne, la première question qu'on peut lui poser, est-ce que vous êtes en conformité avec les exigences démocratiques? Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne est la première démocratie au monde, en termes de personnes. Et ça, je crois que c'est partout dans le monde, notre vocation, quelque part, et notre souhait, c'est d'étendre au maximum ces principes et ces valeurs démocratiques. Le processus d'intégration se fait comment? Écoutez, un pays qui doit être européen, c'est un peu la différence. On n'a pas une définition géographique très claire de ce que c'est la limite de l'Union européenne de ce point de vue-là. Donc on dit un pays européen qui souhaite devenir membre, peut devenir membre et doit donc faire sa demande de candidature à l'Union européenne et on va l'examiner. Donc on va examiner ces aspects d'état de droit que j'évoquais tout à l'heure, justice qui fonctionne bien, lutte contre la corruption qui est efficace, on va dire, qui a des mécanismes qui sont à jour de ce point de vue-là. Et ensuite, on va demander au pays d'aligner tout son droit sur les exigences européennes. Droit des consommateurs, droit de la concurrence, libre circulation des personnes, système de transit pour les camions aux frontières, etc. Donc tout ça doit intégrer, si vous voulez, les règles et principes de fonctionnement de l'Union européenne. Les négociations, c'est pas simple. Moi, je l'ai fait dans 2 pays au minimum. Et ça veut dire que ça prend à peu près entre 3 et 5 ans de négociations à peu près pour rentrer dans l'Union européenne. Après, il y a la ratification des traités. Voilà. Donc, grosso modo, on arrive toujours à 6-7 ans avant qu'un pays qui met sa candidature aujourd'hui devienne membre dans un délai à peu près de ce... Revenons, monsieur l'ambassadeur, au Brexit. En quoi Ça, c'est le processus inverse de sortir. Oui. C'est pas moins compliqué, je crains, malheureusement. Tout à fait. Mais quand on examine, par exemple, quand on analyse la situation des 2 Irlandes, l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, il y a l'Irlande indépendantiste. En quoi ça peut faire l'affaire de l'Irlande indépendantiste, le Brexit, je veux dire? Je pense que ça ne fera pas faire l'affaire d'un parti ou de l'autre, de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que l'avantage de l'Union européenne, l'un de ses principes aussi, c'est de gommer la réalité administrative et économique et financière des frontières. Pour permettre justement aux camions, aux personnes qui se déplacent pour leur travail, d'aller librement d'un côté ou de l'autre de la frontière. Donc ça favorise le dialogue, ça favorise l'intégration économique et sociale, et donc souvent ça a tendance à aplanir les difficultés. Or, si jamais le Royaume-Uni, comme c'est prévu maintenant, sort du système européen, il va être obligé de réintroduire des frontières sur ses frontières externes. Et l'Irlande fait partie de ces frontières externes. Ce qui veut dire qu'entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, on va remettre en place ce qu'on a enlevé il y a une vingtaine d'années, ce sont des frontières et donc des contrôles. Et je crains que les populations vivent ça assez mal, parce qu'ils se sont habitués, si je peux dire, à cette flexibilité, à cette ouverture, et de devoir remontrer leur passeport pour passer la frontière, faire la queue, avoir les camions qui sont là en attente de transit pour rentrer sur le marché de l'un ou de l'autre, ça va effectivement créer des viscosités et créer éventuellement recréer des tensions, je ne l'espère pas, mais c'est pour ça qu'on doit justement essayer de négocier au mieux, c'est pour ça qu'on a 2 ans, et 2 ans ça va être très court finalement, pour trouver des solutions à l'ensemble de ces différents problèmes de manière intelligente et articulée. Après 1957, date de la signature des traités, on allait attendre 1 an. C'est 1 an au moins. C'était en 1er janvier 58. Donc ça allait vite. Moins d'un an. Et pourquoi il faut le temps de mettre en place les institutions, il faut le temps de mettre en place le mécanisme qui va gérer le processus du traité. Il faut recruter le personnel, il faut faire tout ça. Donc il y a tout un ensemble. Parce que l'Union européenne, elle existe aussi, on critique souvent cette bureaucratie, entre guillemets, j'aime pas beaucoup le mot évidemment, vous pouvez l'imaginer, mais il faut bien une équipe, si vous voulez, pour gérer tout ce processus. On a des lois européennes, il faut que les lois soient préparées par l'exécutif, la Commission, soumises aux États membres, soumises au Parlement européen. Donc il y a des institutions qui doivent être mises en place et qui vont faire fonctionner, je ne dirais pas comme un État fédéral, mais un petit peu à l'image, si on veut reprendre ça. C'est effectivement, il y a des institutions intégrées qui vont être là pour faire fonctionner l'ensemble européen. Un ensemble de 500 millions de consommateurs, 500 millions de citoyens aussi, qui ont des droits qu'il faut faire respecter au niveau européen. Donc tout ça, c'est une
machine, si vous voulez, assez compliquée à gérer. On a des relations commerciales avec 60 pays à travers le monde. Donc on doit effectivement avoir des accords commerciaux que l'on doit gérer, organiser, négocier. Et c'est la compétence de l'Union européenne de le faire. Les objectifs paraissaient les mêmes. Ceux de la SDN, par exemple, qui allait être transformée en Nations Unies un peu plus tard. L'Union européenne, on peut dire qu'au niveau de ces objectifs fixés, on peut parler aujourd'hui de réussite. Mais il y a aujourd'hui des menaces qui planent sur le monde, avec la tension entre la Russie, par exemple, et les États-Unis, la Russie et des pays voisins, l'Ukraine, par exemple, et c'est le cas de la Corée du Nord aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que 60 ans plus tard, ces organisations, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou autres, ont encore un rôle efficace et efficient qu'elles peuvent jouer? Écoutez, ce rôle, pour moi, il est tout à fait clair. Il s'est renforcé avec le temps. Je crois que c'est tout à fait clair qu'au début, comme j'ai dit, on a surtout travaillé sur les questions économiques et d'intégration économique entre les pays. Aujourd'hui, ça ne suffit pas, on le voit bien dans le monde d'aujourd'hui. On a besoin d'une politique extérieure et de sécurité et de défense commune. Donc on est en train, effectivement, de mettre en place cette politique et de se projeter. On participe, par exemple, en tant qu'Union européenne, à 40 opérations de maintien de la paix à travers le monde entier. Donc ça montre bien que c'est une dimension qu'on a intégrée complètement. Et les menaces, vous l'avez dit très justement, se sont accrues aujourd'hui, ces dernières années. Donc l'Union européenne a besoin il y aura toujours de belligérants. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Je vous parlais de l'Ukraine, c'est vraiment aux frontières de l'Union européenne. La Pologne, la Slovaquie, ils ont tous des frontières, effectivement, avec l'Ukraine. Donc si l'Ukraine est en guerre aujourd'hui, ça nous interpelle parce que c'est juste à côté de chez nous. L'Irak ou la Syrie, c'est pas très loin non plus. On voit bien que tous les migrants qui quittent effectivement ces territoires en guerre viennent vers l'Union européenne. Ça aussi, c'est un élément d'attractivité. Ça montre que l'Union européenne est un pôle qui attire, effectivement, parce que c'est considéré comme un pôle de démocratie, un pôle de croissance économique, de traitement des gens de manière correcte et convenable par rapport au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme. Donc l'Union européenne a cette force d'attractivité. En même temps, l'Union européenne doit quelque part se protéger contre l'ensemble de ces risques et donc développer ces mécanismes d'intervention. Mécanismes militaires, c'est indispensable. Mécanismes de contrôle aux frontières, c'est indispensable aussi. Mécanismes d'asile, il faut qu'on ait une meilleure politique d'asile pour mieux intégrer les personnes qui frappent à notre porte et qui ont vocation à être protégées, à être reçues comme réfugiés sur le territoire de l'Union européenne. Par contre, c'est clair aussi, l'Union européenne ne peut pas inversement, comme on dit souvent, accueillir toute la misère du monde. Donc ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire de l'Union européenne, il y a des systèmes, aujourd'hui on renégocie avec les pays d'origine pour qu'il y ait des retours éventuellement qui soient organisés pour ces migrants. Mais tout ça doit se faire dans les meilleures conditions évidemment possibles. Donc là c'est une grande préoccupation, la migration. C'est une préoccupation essentielle. Aujourd'hui, on voit bien, c'est avec la sécurité, que ce soit la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure, on parlait du terrorisme tout à l'heure, mais aussi la migration, ça fait partie effectivement des grands défis auxquels on est confronté. Et c'est pour ça, je crois qu'on n'a pas besoin de moins d'Europe, mais de plus d'Europe. Parce qu'on le sait, je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur de Gasperi, qui était un des pères fondateurs de l'Union européenne, disait toujours l'Union européenne est composée de petits États et d'États qui ne savent pas qu'ils sont petits. Donc, on a vraiment la chance d'être efficace. Comment vous pourriez nous expliquer ça? Mais tout simplement que si on veut peser aujourd'hui dans le monde, il y a un aspect masse critique qui est tout à fait fondamental. L'Union européenne, en 1900, c'était 25% de la population mondiale. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 6% de la population mondiale. Et demain, en 2050, ça sera 4%. Donc, comment voulez-vous déjà, l'Union européenne, qui fait 500 millions, c'est déjà, on voit bien, une portion qui n'est pas la plus essentielle du monde aujourd'hui. Mais si on veut continuer à influer sur les affaires du monde demain, face à nos partenaires américains, japonais ou autres, ou face à des défis russes, nord-coréens que vous évoquiez tout à l'heure, il faut qu'on le fasse ensemble, de manière collective.
Parce qu'isolé, on n'a pas le poids, on n'a pas la capacité, que sur la capacité économique, la capacité militaire, on n'a pas de manière isolée. Il faut être bien clair là-dessus. Même l'Allemagne toute seule, avec toute sa compétence, qualité en termes économiques, elle ne peut pas. Par contre, si elle travaille ensemble... Vous avez avec vous quand même des pays forts. C'est le cas de la France, l'Allemagne. Là, je parle de puissance militaire. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça aussi, on parlait du Brexit tout à l'heure, je crois que le Royaume-Uni souhaite aussi maintenir une relation privilégiée avec l'Union européenne sur ces questions également de sécurité et de défense. Et nous avons aussi, en tant qu'Union européenne, un intérêt à maintenir un lien étroit. Donc il y aura certainement, à côté de l'accord de libre-échange qu'on négociera avec le Royaume-Uni pour cette sortie, il y aura certainement des accords, j'imagine, parallèles, bilatéraux, qui vont se mettre en place entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur ces questions-là qui sont essentielles pour eux comme pour nous demain. Et comment on entend marquer le 25 mars en Haïti ? Alors, en Haïti, écoutez, moi je vais convier tous mes collègues ambassadeurs et aussi les consuls honoraires ici à une petite célébration qu'on organisera ici. Et puis, j'étais très heureux que vous me fassiez l'amitié aujourd'hui de me recevoir pour expliquer un peu au public haïtien, parce qu'il y a aussi une importance, parce qu'il y a des inquiétudes aussi par rapport à la sortie du Royaume-Uni pour la politique de développement. Est-ce que les engagements financiers de l'Union européenne sur le long terme vont rester donc, beaucoup de pays, comme je disais tout à l'heure, on était le premier donateur d'aide dans le monde. Évidemment, beaucoup de pays s'interrogent. C'est pour ça que le commissaire Barnier, hier, dans son discours, a rappelé effectivement que le Royaume-Uni a pris des engagements à long terme. Ces engagements doivent être honorés. Donc, partie de la négociation sera aussi d'assurer que les engagements qui ont été pris au moins jusqu'en 2020 soient aussi honorés par nos amis britanniques avant qu'ils ne quittent le navire. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver qu'ils reviennent sur leur décision, les amis britanniques. Écoutez, c'est leur décision et leur choix démocratique. Je crois qu'il y a un Parlement qui est là, qui fait son travail, il y a la possibilité d'avoir un vote. Ça, c'est une décision qui leur importe. Ils vont d'abord négocier, je pense, avec nous, voir un peu. On va peut-être découvrir des problèmes, des conséquences importantes. Ensuite, encore une fois, ça sera leur décision. Je sais même, disons que personne ne l'ignore aujourd'hui, il y a au sein même du Royaume-Uni des régions qui s'interrogent elles-mêmes, est-ce qu'elles veulent rester dans l'Union européenne ou pas, etc. Donc tout ça, ce sont des problèmes qu'il va falloir aborder pas à pas. Parce que c'est facile avec un slogan de dire on quitte l'Union européenne parce qu'on n'aime pas les bureaucrates de Bruxelles ou pour telle et telle raison. Souvent d'ailleurs, je dois le dire, sur des arguments qui sont assez faux et fallacieux, on l'a bien vu, parce qu'on parle de truth là, dans cette affaire, en fait, c'est souvent pas des vraies réalités. Donc on veut quitter sur un slogan, mais quand on se rend compte de ce qu'on quitte et de ce qu'on perd, on réfléchit à deux fois parfois. C'est ce qui a expliqué, par exemple, cette réaction d'une frange de la population britannique au lendemain même du Brexit, au lendemain même du référendum. Il semble qu'une bonne partie de la population ait été manipulée par les politiciens. Écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans le débat. Je sais déjà. Manipulé ou pas manipulé. C'est vrai que, mais bon, c'est vrai que pour l'ensemble de nos pays, il faut être clair aussi de ce point de vue-là, et ça c'est une tendance un peu naturelle que l'on connaît chez nous. Quand l'Union européenne fait quelque chose de bien, c'est le ministre du pays qui a obtenu quelque chose de fantastique. Quand quelque chose va mal, c'est la faute à Bruxelles. Donc c'est toujours... Et on entend la même rengaine, pas seulement au Royaume-Uni, un petit peu partout, il faut le dire, dans tous nos États membres. Après, pour aller convaincre les citoyens, dire non, mais l'Union européenne c'est fantastique, ça, on en a besoin, etc. Évidemment, le discours est compliqué pour faire cette volte-face. Donc je crois qu'il faut aussi, et c'est pour ça que nous voulons, avec le président Juncker qui a déposé un document au Parlement européen il y a quelques jours, nous voulons engager un vrai débat à l'occasion de ce 60e anniversaire. Nous voulons engager un vrai débat sur l'avenir de l'Union européenne. Qu'est-ce que les États membres, qu'est-ce que les citoyens veulent comme Union européenne demain. Donc il y a 5 hypothèses qu'on a mis sur la table, plus d'intégration, moins d'intégration, faire des petits groupes qui avancent et d'autres qui attendent et qui rejoindront peut-être plus tard. Donc il y a plusieurs options qu'on a mis sur la table et on aimerait engager ce débat. Donc ce débat va se dérouler tout au long de l'année. J'espère qu'on arrivera à une conclusion à la fin de cette année ou au début de l'année pour renforcer prochaine. l'UE.
Déjà peut-être. construite apparemment. Écoutez, je ne veux pas préjuger du débat, laissons le débat avoir lieu. Il faut être démocratique par rapport à ça. Mais il y a cette volonté. Apparemment, l'UE a été construite sur du roc, comme je vous l'ai dit tantôt. Tout à fait. Non, mais je crois on a c'est des pourquoi vous tenez acquis. encore, c'est pourquoi vous résistez encore. Mais c'est pour ça que je crois qu'il faut enlever cette morosité, ce pessimiste que j'entends souvent à droite à gauche. On a construit quelque chose de fantastique, qui fonctionne bien, globalement, qui a des défauts, mais qui a aussi des défauts. Il y a aussi des défauts. L'harmonisation fiscale qui manque, qui fait défaut, c'est pas normal. L'harmonisation sociale aussi, qui doit aller beaucoup plus loin dans un certain nombre de domaines. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais on ne résoudra pas les problèmes avec moins d'Europe. On les résoudra avec plus d'Europe, en tout cas c'est ma conviction personnelle. Un petit mot aux Européens qui vous suivent là en direct. Écoutez, justement, d'être optimiste sur notre avenir. On a construit quelque chose qui fonctionne. On doit réfléchir ensemble. Comment améliorer le processus, comment le renforcer, garder cette attractivité, garder cette ambition européenne, parce que c'est une ambition qui a assuré la paix, la démocratie sur notre continent et qu'on essaye aussi de développer ailleurs dans le monde. Et j'espère bien sûr travailler attentivement avec Haïti dans les semaines et les mois à venir. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur Vincent Legère était notre invité ce matin. Merci de l'accueil, passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.